Ce jeune couple, rencontré au collège, a été retrouvé mort dans sa voiture quelques jours avant son premier anniversaire de mariage. L'affaire reste mystérieuse, mais les enquêteurs publient une nouvelle mise à jour. Nous analysons les derniers détails. Vous regardez Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Cette semaine, de nombreuses affaires mystérieuses ont eu lieu. La police affirme que Rachel et Brandon Dumovich étaient en voiture. Puis, soudain, ils ont disparu. Quand leurs feux de détresse se sont allumés, une découverte macabre a suivi. Voici ce que nous avons appris d'abord. Le 6 octobre, des policiers de Harvard, Illinois, ont repéré une voiture garée près de la route 14. Les feux de détresse étaient allumés, ce qui a attiré leur attention. En s'approchant du véhicule pour vérifier si la conductrice avait besoin d'aide, l'agente a découvert que la conductrice et sa passagère étaient décédées. Rachel et Brandon Dumovich ont été identifiés. Lors de l'enquête, les agentes ont constaté que les deux victimes avaient été blessées par balle. S'agit-il d'un carjacking raté? S'agissait-il d'une attaque au hasard? La police a d'abord ordonné le confinement et fermé des routes pour enquêter, avant de conclure qu'il n'y avait plus de danger pour la communauté. Il s'agissait d'un incident isolé, mais ce qui inquiète davantage, c'est que les agents ont trouvé une arme à feu dans la voiture. Cette arme à feu serait-elle celle du crime? L'une des victimes pourrait-elle être leur suspect? Les autorités ont indiqué que l'enquête se poursuivait, mais il est impossible que ce couple se soit fait du mal, n'est-ce pas? Il devait forcément y avoir une tierce personne. Les autorités n'ont procédé à aucune arrestation et n'ont pas non plus nommé de suspect. Voici ce que nous savons sur Rachel et Brandon Dumovich. Originaires de Sharon, Wisconsin, à 20 km au nord-ouest de Harvard, leurs corps y ont été retrouvés. Selon la nécrologie de Brandon, il est décédé un jour après avoir fêté son 30e anniversaire. D'après sa nécrologie, Brandon a égayé la vie de son entourage dès le début. Brandon a servi fièrement comme sous-officier dans la marine américaine. Son passage dans l'armée montrait son engagement envers le service et sa passion d'aider les autres, une qualité centrale toute sa vie. Brandon, passionné et plein d'énergie, trouvait sa joie dans tout ce qui était motorisé. Qu'il s'agisse de radiocommander, de voler à travers les cieux ouverts, de naviguer sur des eaux tranquilles, de faire de la motoneige sur des sentiers enneigés ou de partir pour une journée de pêche ou de chasse. Il vivait chaque aventure avec enthousiasme et habileté. Son amour inébranlable pour les animaux montrait sa compassion. Le sourire contagieux et l'humour de Brandon illuminaient chaque pièce. Il avait une capacité extraordinaire à remonter le moral et à rassembler les gens. La famille était toujours au cœur de tout ce qu'il faisait. C'était son encre et sa plus grande source de fierté. Et voici ce que nous avons appris sur Rachel grâce à sa nécrologie. Rachel a obtenu son diplôme du lycée Crystal Lake South en 2014 où elle était fière athlète universitaire en cheerleading et athlétisme. Elle a obtenu son bachelor en administration des affaires cum laude à l'Université du Wisconsin-Milwaukee en 2018, figurant chaque semestre sur la liste du doyen. Pendant ses études universitaires, elle a fait du bénévolat en tant que grande sœur et mentor auprès de l'association Big Brothers Big Sisters de Metro Milwaukee, reflétant ainsi son engagement de toujours à aider les autres. Rachel, dynamique, ambitieuse et passionnée, était naturellement rassembleuse, une défenseur et amie fidèle. Elle avait un grand sens de l'empathie, de la compassion, de la justice sociale et de l'équité, défendant toujours ceux qui avaient besoin d'une voix. Avec son esprit exubérant, sa vivacité d'esprit et son humour sans filtre, elle apportait de l'énergie et des rires dans chaque pièce où elle entrait. Rachel aimait ses proches, voyager, la mode, la déco, la cuisine et surtout la vie près du lac. Aucun des avis de décès de Brandon ou Rachel ne mentionnait l'autre. Est-ce qu'on exagère en y voyant un sens? Mais c'est aussi assez remarquable de ne pas mentionner son mari, surtout après qu'ils se connaissaient apparemment depuis si longtemps. Selon The Notcom, Rachel a écrit dans notre histoire « Brandon et moi nous sommes rencontrés au collège à 12 ans. J'ai attiré Brandon en volant son parfum dans son casier et en m'enfuyant. Après être restés en contact à travers de nombreuses étapes de la vie et 15 ans d'amitié, nous avons commencé à sortir ensemble en 2022. Brandon m'a demandé en mariage l'été dernier à Big Cedar, à Slinger, Wisconsin, où j'ai de précieux souvenirs d'enfance chez mes grands-parents, maison de mes parents aujourd'hui. Ce lieu spécial accueillera aussi notre mariage. Nous avons hâte de partager le prochain chapitre de notre histoire d'amour, entourés de nos amis et de notre famille. » Ils se sont mariés le 12 octobre dernier, sont partis en lune de miel en Grèce et devaient commencer leur vie de couple. Le jour de la découverte des corps de Rachel et Brandon, Rachel a écrit sur Facebook, toujours à la poursuite des couchers de soleil, espérant revenir en Grèce. Quelques heures après cette publication, elle mourait. Selon le service de police de Harvard, au 14 octobre, leur enquête reste en cours. Ils ont écrit dans un communiqué
Nos pensées accompagnent les familles et toutes les personnes touchées alors que l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit, les enquêteurs attendant le rapport final du médecin légiste du comté de McHenry et l'analyse d'autres preuves. À ce stade, il semble s'agir d'un incident isolé et rien n'indique qu'il existe un danger ou une menace pour le public. Le service s'engage à informer la communauté et donnera des mises à jour selon l'avancement de l'enquête. Maintenant, après de nombreuses spéculations sur ce qui s'est passé, il y a un scénario possible que les enquêteurs sont en train d'examiner. C'est une possibilité terrible, surtout vu comme les Dumovich paraissaient adorables. La police évoque le meurtre-suicide comme scénario possible. Cependant, aucune décision finale n'a été prise, donc les autorités disent qu'elles n'écartent pas la possibilité d'un meurtre-suicide. Nous apprenons aussi que Rachel et Brandon avaient chacun une blessure par balle à la tête, selon le médecin légiste. Je retrouve le commandant détective retraité Will Svilar. Merci d'être ici aujourd'hui. Quelle est votre réaction face à ce développement? Ce n'était pas vraiment surprenant pour moi. Les conclusions du médecin légiste correspondent à mes attentes dans ce contexte. Des blessures par balle à la tête, une seule blessure par balle à la tête pour chacun, cela suggère vraiment un meurtre-suicide pour moi. Et si ce scénario est vrai, que pensez-vous qu'il s'est passé? Pensez-vous que c'était une dispute qui a dégénéré? Pensez-vous que c'était prémédité? Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas sûr de la façon dont ça s'est passé, mais ça pourrait très bien avoir été, vous savez, une dispute dans la voiture. Évidemment, quelque chose couvait depuis un moment, et encore une fois, ce n'est pas évident, mais il se pourrait que quelque chose couvait depuis un moment, puis il y a eu une dispute dans la voiture. Ils s'arrêtent pour se disputer. Boum, tout est fini. Et j'y pense aussi. Une chose qui m'a marquée, je sais qu'on en a parlé la dernière fois, c'était les feux de détresse qui étaient allumés. Pourquoi penses-tu que les feux de détresse étaient même allumés? Tu sais, je crois qu'elle conduisait. Elle se gare, elle est sur le bord de la route. Consciencieuse, elle reste prudente, ce qui laisse penser qu'elle doute que cela arrive. Si, en fait, c'était lui qui l'a tué. Oui. Le fait que l'arme à feu soit restée dans la voiture indique-t-il qu'aucun autre n'est impliqué? Je veux dire, je me dis que si c'était une tentative de vol de voiture ou une attaque au hasard, je supposerais que le tueur aurait pris l'arme. Mais les enquêteurs disent que l'arme a été retrouvée à l'intérieur de cette voiture. Tu aurais raison de penser ça. En général, ils ne laissent pas leurs armes derrière eux. C'est ce que je voulais dire. À leur arrivée, je suis sûr qu'ils pensaient que tout était maîtrisé. OK, voilà pourquoi ils ont déclaré qu'il n'y avait aucun danger pour la communauté. Je suppose, sans certitude, ne connaissant pas la rapidité de leur laboratoire, je suppose qu'ils n'ont pas encore reçu les résultats concernant l'arme. Oui, c'est surprenant. Je pensais que ce serait déjà revenu. Je ne sais pas où ils analysent leurs affaires, ni s'ils le font en interne. Mais cette arme, très probablement, est l'arme qui a été utilisée dans ce meurtre-suicide, si, en fait, c'est bien ce dont il s'agit. Et je penserais aussi que si c'était un meurtre-suicide, il l'annoncerait au moins. Des résidus de tir ont été retrouvés sur l'une des personnes à l'intérieur de la voiture, soit Brandon, soit Rachel. Si c'était le scénario possible, pourquoi pensez-vous que cette partie n'a pas encore été révélée? Ils ne sont peut-être pas revenus ou c'est non concluant. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. On ne peut obtenir un test positif aux résidus de tir qu'en présence de ces résidus. Raccourci, il y a trois éléments qu'ils recherchent. Si les trois éléments ne sont pas présents, ce n'est pas un test positif. Quels sont ces trois éléments? Pouvez-vous me les dire? C'est le barium, l'antimoine, et je crois que c'est le sel, ou je me trompe peut-être sur le troisième, mais ce sont ces trois-là, je pense. C'est le barium, l'antimoine et le plomb. Non, pas le soufre, mais le plomb. D'accord, d'accord. Je suis revenu en arrière, étant retraité depuis un moment. Ce n'est pas grave. Et comment pensez-vous que les enquêteurs ont pu exclure qu'il ne s'agissait pas d'un carjacking ou d'un meurtre aléatoire par rapport à ce scénario possible selon lequel cela aurait pu être un meurtre-suicide? Parce que je sais que nous en avions déjà parlé, ils avaient dit que c'est un incident isolé, que cela ne représente pas une menace pour l'ensemble de la communauté, rien de ce genre. Comment crois-tu qu'ils ont écarté cette possibilité plutôt qu'une autre? Je ne veux pas entrer dans les détails ou être trop macabre, mais ce sont des preuves. Voici l'intérieur de la scène de crime. Je pourrais détailler ce qu'ils observent. Je ne sais pas si ce serait approprié ici, mais c'est bien de cela qu'on parle. Si c'est du côté passager vers conducteur, les blessures d'entrée seraient à droite avec peut-être une sortie à gauche. Quelque chose pourrait souffler sur la vitre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, qui sait pour celle qui est auto-infligée, il va y avoir du tatouage de poudre, ce qui va être. Quand une arme est déchargée près de la peau, il y aura presque comme un tatouage de la poudre à canon et des résidus, vous voyez?
Alors, ils ont regardé à l'intérieur de cette voiture et s'ils ont un peu d'expérience, et il n'en faut même pas beaucoup pour voir ça, ils vont le savoir. Tout s'est passé dans la voiture. La voiture est sans doute la scène de crime la plus importante. J'en ai parlé lors de notre dernière discussion sur cette affaire. Mais tu penses? C'était aussi révélateur que ni Brandon ni Rachel n'aient été mentionnés dans l'avis de décès de l'autre, bien qu'ils soient mariés. J'ai vraiment eu l'impression que ça m'a frappé en lisant leurs avis de décès. Aucune des deux personnes n'était mentionnée dans l'avis de décès de l'autre. Tu sais, c'est vrai. Surtout qu'ils allaient fêter leur premier anniversaire de mariage. C'est vraiment étrange. Oui. Encore une fois, chaque famille réagit différemment. Ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi personne d'aucun côté n'est venu dire qu'il y avait des problèmes. Si, en fait, ils savaient, mais ils savaient qu'il se passait quelque chose pour s'exclure mutuellement des avis de décès. Je suis sûr que les enquêteurs ont parlé à la famille, mais j'ignore ce qu'ils disent. Il me semble normal que les enquêteurs gardent confidentiel ce que la famille a dit, jusqu'à ce que cela devienne, vous savez, évident de ce que c'est. Chacun réagit différemment. C'est un choc pour ces jeunes de 29 et 30 ans. Je veux dire, bon, ils étaient probablement au début de leur vie et tout à coup, tout s'est envolé aussi vite. Oui, et ça m'a aussi marqué dans l'avis de décès de Brandon, en particulier là où sa famille disait qu'il était. Il est décédé le lendemain de la célébration de son 30e anniversaire. C'est d'autant plus déchirant que l'an dernier, à la même époque, Brandon et Rachel célébraient leur magnifique mariage, semblant très amoureux. Vous savez, tout ce à quoi on pense lorsqu'on vit son mariage de rêve, c'est ce qu'il semblait vivre. Mais quel est votre ressenti global à ce sujet? L'an dernier, à la même époque, ils fêtèrent le début de leur vie commune. Et maintenant, cette année, ils sont tous les deux morts. Tu sais, ce n'était pas non plus une romance de 90 jours. Ce n'est pas comme s'ils s'étaient rencontrés sur Internet. Et tout à coup, il y a eu cette cour rapide où ils se sont mariés. Ils se connaissaient depuis longtemps. Donc, encore une fois, tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe une fois que tu deviens mari et femme et que tu commences à vivre ensemble. Qui sait ce qui s'est passé? Mais tu penses que tu connais vraiment quelqu'un après 15, 20 ans ou depuis le collège? Oui. Mais qui sait? Oui, je sais que normalement, quand on voit ce genre de cas, c'est-à-dire des meurtres-suicides potentiels, qu'ils viennent généralement de couples qui sont ensemble depuis extrêmement longtemps. Beaucoup de couples sont ensemble depuis 10 ou 20 ans et ont des enfants, mais ce n'était pas le cas ici. Même si Brandon et Rachel se connaissaient depuis longtemps, ils se sont retrouvés en 2022 et ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés en 2024. Mais dans l'ensemble, comme nous l'avons mentionné tout au long de cet épisode, ils étaient mariés depuis moins d'1 an. Ils allaient bientôt fêter leur premier anniversaire de mariage. Je pense simplement à cette progression, amour, amitié, sortir ensemble, romance, mariage et tout ce qui mène ici. Je me demande, est-ce quelque chose que tu vois assez souvent ou que tu as vu assez souvent? Je devrais dire... Tu sais, la plupart de ceux dont je me suis occupé étaient des personnes âgées. Tu sais, des personnes âgées. Et dans quelques cas, ce n'était pas par colère, c'était à cause de la maladie, d'une maladie en phase terminale. Oui. On ne veut plus continuer ni voir l'autre souffrir. Ils prennent alors une décision et cela arrive. J'en ai vu quelques-uns, mais des jeunes mariés. Il s'est passé quelque chose de vraiment grave et c'était récent. C'était quelque chose de nouveau et ils n'ont pas réussi à trouver un moyen de s'en sortir. Ou, encore une fois, je ne sais pas, je ne veux pas supposer que c'est lui qui a tiré sur elle, mais c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à résoudre dans sa tête. Ouais. C'est vraiment terrible. Je sais que je t'ai déjà demandé, mais dans combien de temps saura-t-on ce qui s'est passé? Crois-tu qu'on saura tout? Tu sais, quand tu mènes une enquête et que c'est quelque chose de ce genre ou n'importe quel autre type d'enquête, tu refuses de donner des infos au compte-gouttes ou de divulguer. Je suppose qu'ils ont donné assez d'informations pour que la communauté se dise, d'accord, il n'y a pas de souci. La communauté n'a pas à s'inquiéter qu'il y ait un tireur fou en liberté. Mais pour mener une enquête correcte, tu vas avoir besoin de tous ces éléments et tu vas avoir besoin des preuves matérielles. Et je pense que c'est probablement tout ce qu'ils attendent, les dernières preuves matérielles, avant de clore leur dossier et d'annoncer publiquement ce qui s'est passé. J'espère que les deux familles et parties concernées pourront enfin obtenir certaines réponses aux questions qu'elles se posent depuis près de 2 semaines. Merci beaucoup, Spiller, pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous suis vraiment reconnaissante. Avec plaisir. Nous attendons toujours que le bureau du coroner du comté de McHenry fournisse les résultats officiels des autopsies et rapports toxicologiques.
Mais nous allons surveiller de près tout nouveau développement. Voilà qui conclut pour cet épisode. N'oubliez pas de regarder d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Law & Crime. Mais pour l'instant, je suis Elisabeth Milner et ceci était Inside the Crime.